Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, Grégoire Gambato de Germinal. Hello Grégoire. Bonjour. Hello. Ça fait beaucoup de G, mais tu vas nous expliquer après pourquoi. C'est cardinal, hein, c'est cardinal. Je veux dire, moi, je me suis dit, si j'ai un nom de boîte, faut qu'il commence par G, quoi. Sinon, c'est pas négociable avec mes cofondateurs et on a réussi à s'entendre sur ce nom-là. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Vraiment, Grégoire, tu as un peu illuminé mon confinement avec du contenu de qualité, des lives, des interviews, etc. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on va parler aujourd'hui avec toi. Je fais un petit teasing d'influence, de growth, de croissance, d'acquisition, de growth hacking et plein de mots qui sont certes un peu valises, mais qui vont vraiment intéresser notre auditoire. Et que vous soyez manager, entrepreneur, décideur, dirigeant de toutes sortes, c'est vraiment des must à comprendre pour gagner en visibilité, gagner en clients aussi aujourd'hui. Donc, du coup, je rappelle le concept de notre média, là, le Board. Donc, soit vous nous écoutez en podcast, soit vous pouvez voir nos vidéos si vous aimez bien les coulisses et puis les petits ratés, vous allez nous voir sur YouTube. Et ce qu'on vous propose, c'est que le Board, c'est une vraie communauté. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de diriger, de décider. Parfois, on n'a pas toutes les infos, on ne peut pas être expert sur tout, on n'a pas toutes les ressources à portée de main, notamment quand on est entrepreneur, et c'est bien d'être bien entouré. Et moi, c'est ce que je vous propose. En fait, j'interviewe à mon micro des gens qui ont une vraie expertise, un super propos, qui sont au top dans leur domaine, et en fait, on va leur poser des questions. La conversation continue. D'ailleurs, avec Grégoire, on vous posera des questions pour avoir un peu vos avis, et on continuera de discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les références de ce dont on discute dans la description du podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, Grégoire, est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter un peu ce que c'est Germinal ? Alors, bonjour, moi, je m'appelle Grégoire Gambato. Alors, moi, je suis un mec qui a tout réussi dans sa vie, hein. J'ai commencé par louper mes concours en école de commerce. Du coup, je suis parti à la fac de droit. Du coup, là, j'ai réussi à avoir un master en droit fiscal, mais entre-temps, j'ai loupé 2 boîtes, une pendant le master 1, une autre pendant le master 2. Après, j'ai bossé dans un espace de coworking où j'ai lancé un accélérateur de start-up. J'ai voulu m'associer à ce moment-là, mais ça n'a pas pu se faire parce que je ne suis pas très fort non plus. Et ensuite, j'ai monté Germinal. On s'est lancé il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, on s'est lancé en mars 2018, très précisément. Là, on est 30 salariés. On devrait faire 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la 2e année. Et en gros, en fait, on est une boîte. À la base, on faisait des missions commando. On était vraiment une agence de growth, donc d'acquisition en ligne. Et maintenant, on a gardé cette activité pour quelques boîtes triées sur le volet, en mode laboratoire. Donc, c'est un peu les Avengers qui bossent pour vous, payés au résultat. Mais ça reste une toute petite part de notre activité. Et en fait, on a lancé l'antichambre, qui est une façon de faire monter vos équipes au top en acquisition client en ligne et de leur permettre surtout d'y rester. C'est sous forme d'abonnement. Et on a lancé ça, donc là, il y a 3 semaines. Et là, je pense qu'au moment où vous écouterez ce podcast, ça fera bien plus longtemps. Et du coup, ça va démarrer vraiment sur les chapeaux de roue. Et vraiment, notre mission, c'est de faire que dans toutes les boîtes en France, il y ait un mec hyper balèze en acquisition client qui fasse décoller votre boîte parce qu'en fait, aujourd'hui en France, le niveau, il est catastrophique. Et on l'a vu avec nos clients. Parfois, juste en 2-3 semaines, on arrive à les débloquer. Et le problème, c'est que quand on part, ils ne savent plus faire. Alors qu'il suffirait qu'il y ait une personne qui se forme et on pense que c'est un game changer et c'est ce qui aujourd'hui manque à l'Europe face aux États-Unis et à la Chine pour être très transparent. Bon, c'est top. Du coup, j'avais des questions sur les échecs, mais je pense que je vais les squeezer parce que tu nous as Les échecs, j'en ai 2-3, j'en ai des plus intéressants que ça à raconter. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, donc c'est moi, hein, désolé, vous avez 2 façons de réussir. Soit vous êtes hyper intelligent, soit vous échouez très vite. Moi, comme je n'ai pas la chance d'être hyper intelligent, j'ai choisi la 2e option. Voilà. Bon, c'est top. Et écoute, je vais commencer par ça parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent aussi, mais quel genre de dirigeant tu es, toi, Grégoire ? Alors moi, ça dépend. Quand je suis énervé, quand je suis pas calme et je me déteste dans ces moments-là, je suis un dictateur. Et je déteste être comme ça. Ça m'arrive pas souvent et ça m'arrive vraiment de moins en moins souvent. C'est vraiment quand je sors de mes gonds. Et je pense que c'est important quand on est dirigeant de savoir comment on est quand on est dans un énorme état de stress et quand on est la pire version de soi-même. Et je pense que c'est ça que je suis, un dictateur. Même pas éclairé, hein, juste un dictateur. Et sinon, quand je suis calme, et maintenant ça représente 98% de mon temps, je pense que moi je me vois vraiment comme un coach. C'est-à-dire, moi j'aime bien dire aux gens, moi je suis là pour vous coacher, pour vous aider à passer au niveau d'après et à atteindre vos objectifs. Je vous aide à fixer vos objectifs, je vous aide à les atteindre. Je vous dis quand vous êtes dans le vrai, je vous dis quand vous n'êtes pas dans le vrai, comme un coach le ferait. Et je suis là, et je le dis sans langue de bois, et je pousse les gens à se dépasser. Voilà, c'est ça pour moi aujourd'hui mon point de vue de dirigeant. Et du coup, je dois avoir ce temps, cette sérénité, et on verra comment j'arrive à la trouver, même en termes d'organisation, cette sérénité pour arriver à coacher les gens et quand ils vont mal, quand ils sont dans des moments difficiles, arriver à les pousser, à trouver ce qui ne va pas, à leur faire trouver la solution et à les pousser à aller plus loin. Et pour moi, ça demande de la sérénité. Si on fait 12 rendez-vous par jour, on peut pas être dans ce rôle. Du coup, on est stressé, du coup, on devient dictateur.
Du coup, on a des gens qui perdent le contrôle de leur vie, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Du coup, on est de plus en plus stressé et c'est un cercle vicieux pour le coup. C'est mon avis. Bon. Bah écoute, on va en parler parce que tu me parlais aussi de certaines de tes méthodes pour justement rester à réussir dans un environnement quand même high pace avec un gros rythme, à rester serein et surtout à construire quelque chose avec ton équipe. Mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Avant, j'aimerais bien quand même qu'on comprenne ce que tu fais parce que quand on est dans des grands groupes, on ne comprend pas toujours tout le jargon startup qui nous entoure et dont on est bassiné à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Franchement, Grégoire, si tu devais me citer, allez, 3 concepts un peu jargonneux de start-up, mais qui veulent dire quelque chose pour toi, ce serait quoi? Alors moi, le premier concept que j'ai envie de parler, qui m'est écrit sur le front, hein, et ceux qui voient la vidéo, vous voyez que j'ai un front bien dégarni et bien large, c'est le growth hacking. En fait, j'ai écrit un bouquin là-dessus en 2017 qui a très bien marché. Malheureusement pour moi, du coup, je suis complètement étiqueté. Et en fait, pour moi, le growth hacking, c'est comment aller chercher de la croissance de façon non conventionnelle. Très simplement, c'est comment utiliser des méthodes non conventionnelles. Ça ne veut pas dire illégales, hein. Attention. On peut aussi faire du dark growth hacking un peu, mais ça, c'est derrière moi. C'est des choses que j'ai fait un petit peu au début de ma carrière. On n'en parlera pas forcément. Mais c'est efficace, mais pas. Voilà. Maintenant, quand on bosse avec des boîtes comme LVMH, L'Oréal, etc., autant vous dire qu'on évite complètement. Et c'est même tout aussi efficace. Donc, vraiment, dans l'état d'esprit et dans la technique. La technique, c'est utiliser des outils qu'on ne connaît pas forcément. Ça va être comment est-ce qu'on recible, comment est-ce qu'on arrive à créer des séries de publicités en fonction de certaines visites sur notre site. Comment est-ce qu'on va envoyer des séquences d'emails qui, en fonction du clic, de l'ouverture, etc., de la personne, vont proposer d'autres emails et en fait vont permettre de proposer des choses personnalisées, ou d'aller chercher de la data publique à des endroits où vous ne pourriez pas la chercher, vous pensez que vous devez l'acheter. Comment retrier cette data? Donc, c'est vraiment ça, des outils. Et après, sur le côté non conventionnel, c'est comment est-ce qu'on teste hyper vite. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire que quelque chose qui ne peut pas être fait en une semaine n'est pas quelque chose qui mérite d'être fait. Ça veut dire que c'est trop long et que ce n'est pas assez découpé. Nous, on a lancé une nouvelle offre de zéro, donc qui s'appelle l'anti-change. Je vous disais, aujourd'hui, on fait 12 cas de MR, donc 12 000 euros de revenus récurrents. Ça a été lancé il y a 3 semaines. Ça a été conçu en 3 semaines. Donc, en gros, entre l'idée et les 12 000 euros de revenus récurrents par mois, il s'est passé 6 semaines au total. Waouh, je pense que de tels délais, ça va, ça va en faire rêver plus d'un. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Alors ça, c'est le growth, c'est ça? Ça, c'est le C'est ça. premier Après, concept. après, pour moi, on a le remote. On vous parle de remote, etc. C'est le télétravail. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une équipe soudée avec des objectifs qui travaillent de chez elle en kiffant ça. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pas du remote forcé. Nous, on a des bureaux à Paris, premier arrondissement, donc plutôt bien passé, dans un hôtel, dans un hôtel classé monument historique en plus. Bon, ils ne coûtent pas très cher, c'est un bon plan, mais bref, passons. Merci. D'ailleurs, merci Émilie pour le bon plan au passage. Et du coup, on les a gardés. Et nous, en fait, les gens peuvent aller au bureau, mais les gens n'y vont plus. C'est-à-dire qu'on a entre 3 et 6 personnes maximum par jour au bureau. Et ça, c'est un excellent indicateur parce que le remote forcé, c'est pas très utile. On a des gens qui ont déménagé en télétravail. Aujourd'hui, on a des gens qui ont déménagé. Il y a même quelqu'un qui a lâché son appart et qui fait le tour de France en permanence et en Europe et qui revient qu'une fois par mois. Et nous, on traque la satisfaction de nos salariés et on leur demande de dire comment ils se sentent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au début, on a eu une baisse et maintenant, on arrive à remonter. On arrive à des niveaux qu'on n'a jamais atteints. Donc voilà, ça, c'est pour moi, ça, c'est le télétravail. C'est le remote, on vous bassine avec, mais c'est travailler de chez soi en étant heureux, en étant productif et en reprenant le contrôle de sa vie et en arrivant à closer sa vie pro, sa vie perso. Donc, ça demande une réadaptation complète. En coopérant aussi, hein, c'est ce que tu disais, hein, c'est vraiment le travail d'équipe. Parce Comment que travailler tout seul de chez soi, c'est facile, mais travailler en équipe de chez soi, c'est quand même autre chose. Okay. Et nous, on a lancé nos plus belles offres et les plus rapides, on a nos plus grands succès en remote. Donc, je pense aussi que ça dépend des profils. Hein. Pour être transparent, les juniors s'en sortent beaucoup moins bien que les gens qui ont 5-6 ans d'expérience. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens qui arrivent chez nous, généralement, font 2 mois dans les bureaux avec leur senior au début pour commencer, pour leur donner les bonnes habitudes et pas les perdre dans la nature. Top. Et le dernier point, moi, c'est l'influence. L'influence, vous imaginez sans doute un beau mâle bronzé ou une petite nana sur la plage. Mais l'influence, c'est surtout, et pour moi en B2B aujourd'hui, et moi je pense qu'on peut dire que je suis un influenceur LinkedIn. Je fais entre 200 et 400 000 de portée, donc de personnes, de vues uniques de mes posts chaque semaine. Il faut savoir que moi je gagne à peu près, en ce moment, j'ai à peu près 1000 personnes qui me suivent, en plus qui s'abonnent à mon contenu chaque semaine, etc. Donc c'est pour vous donner un peu mes métriques globales. Ça nous fait à peu près une centaine de leads par mois sur notre site qui viennent de LinkedIn. Donc aujourd'hui, pour moi, l'influence, c'est Instagram, c'est le soleil, c'est la plage. Mais il y a une vraie place à se faire sur YouTube, sur LinkedIn, pour les réseaux, pour les boîtes, pour les pros, pour les dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, aux US, ils le font beaucoup. Et être un dirigeant d'entreprise influent par votre communication, par ce que vous racontez, par les interviews que vous donnez, c'est un game changer. Je vais vous dire un truc, c'est que moi, je fais du LinkedIn. Du coup, on me propose des conférences. Nous, aujourd'hui, on donne des cours à HEC, on donne des cours à Polytechnique, on donne des cours à Columbia. On a fait une intervention à Columbia.
dans des grandes écoles et ESCP, tout ce que vous voulez. On nous invite à des immenses conférences, etc. Et c'est parce qu'on nous voit. Donc, on fait des conférences et comme on nous voit aux conférences, on nous voit encore plus et on nous suit. Et en fait, c'est un cercle vertueux. J'étais là, c'est pas vicieux, putain, je veux dire. Vertueux, qui nous tire vers le haut. Et aujourd'hui, je veux dire, aux US, c'est une façon de développer sa boîte. Et j'en parlais avec Oussama Hamar, pour ceux qui le connaissent. Il disait, créer une marque perso, c'est beaucoup plus facile parce que les gens n'aiment pas les marques. En B2B aussi. Créer une marque perso sur soi et ensuite la faire couler sur sa marque de boîte, c'est une excellente stratégie. Et aujourd'hui, c'est ce que font très peu les grands comptes, ce que font très peu les dirigeants et ce que font très peu les startups. C'est très, très compliqué. Et pourtant, c'est le chemin le plus rapide vers le succès. Mais c'est intéressant, tu nous en parleras, comment on peut incarner un petit peu plus sa marque personnelle, notamment en tant que dirigeant, y compris quand on est dans un environnement B2B et on a peut-être un peu peur de sortir du rang, justement. Ouais. Et mais bon, pour ceux qui veulent venir nous voir sur YouTube, on n'est pas en maillot de bain, mais on est sympa quand même. Hein, donc, n'hésitez pas. Parfait. Alors, dis-moi, toi, quels outils tu utilises le plus qui ont genre changé ta vie business un peu? Alors, j'ai eu plein d'outils, hein, l'utilisation du CRM, mais je pense que tout le monde s'en balance. Du coup, je vous propose qu'on parle d'un truc plus intéressant. Non, les deux trucs qui ont changé ma vie, c'est un concept, c'est l'inbox zéro. C'est-à-dire, tous les matins, je me réveille et j'ai zéro boîte. Je commence, donc, bon, je me lève entre 6h30 et 8h30 en fonction de la période. Pour ce matin, j'avoue, je me suis levé à 9h. J'ai dormi 10h, mais voilà. Voilà, mais personne ne doit le savoir dans l'équipe, sinon ma réputation va en pâtir. Mais en gros, je me lève tôt le matin. Alors, pas en mode Miracle Morning, hein, genre, c'est pas j'ai un réveil, c'est je me lève à l'heure où je me réveille. Donc, des fois, je me réveille à 6h30, des fois à 7h30. J'ai un réveil à 9h en butée quand je dors vraiment longtemps. Je bois pas du tout d'alcool en semaine d'ailleurs. Je marche 1h30 par jour, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, je me réveille et je commence par répondre à tous mes emails de la veille. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je réponds à tous mes emails, à tous mes messages LinkedIn et à tous mes messages Slack, parce que je gère des communautés. Il faut savoir que c'est entre 50 et 200 messages par jour. Je fais des pointes à 300 ou 400. Donc, si quelqu'un me dit « Ouais, moi, je reçois plus d'emails », je dis « Je suis pas sûr. » Et en fait, ce que je fais, c'est que je les trie tous et je viens à zéro. Et tous les emails, en fait, que je peux pas traiter directement, je me dis « Ok, il faut un rappel », je le mets « Revenir dans 2 jours, revenir dans 6 jours, revenir dans 1 mois, revenir dans 2 mois ». Et ça me permet de ne rien oublier. Parce que si je réponds à la personne et que j'ai besoin qu'elle me réponde, je me dis si la personne ne me répond pas, me le rappeler dans une semaine. Donc comme ça me permet de relancer les gens qui oublient. Et si quelqu'un me demande un truc que je ne dois pas faire maintenant, je me dis ok, me le rappeler dans 1 mois, je revois l'email et je le traite à ce moment-là parce que donc en gros, soit je le fais tout de suite, soit je le supprime si ça n'a aucun intérêt, soit je le remets à plus tard si je ne peux pas faire l'action tout de suite. C'est pas du bien, tout. C'est voilà. Écolo en plus, tu supprimes tes messages. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais j'essaie de pas. Alors après. J'ai un problème avec les notifs parce que ma boîte mail principale est clean, mais j'ai un problème avec mes notifs et du coup, je me désabonne en permanence des newsletters, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ma boîte mail principale est clean. Donc, tous les matins, je me réveille à 10h30, donc entre 9h30 et 11h30 en fonction du temps que je prends. J'ai 0 message. Okay. Donc, j'ai tout clean, j'ai répondu à tout le monde. Donc, sauf exception, je réponds jamais en plus de 24 heures. Et ensuite, je consulte mes mails, mes messages Slack et LinkedIn toute la journée, toutes les 2 heures à peu près. J'ai 0 notif sur mon téléphone. J'ai 0 notif nulle part. Voilà, même je ne prends pas de call, il faut savoir. J'ai une politique no call, no meeting, donc avec l'extérieur. Donc je ne prends pas de call, pas de meeting sans passer par l'écrit. Donc si vous voulez m'appeler dans la journée, ça ne marche pas. Voilà. Je ne réponds pas au téléphone, j'ai pas de notif, donc ça ne sonne pas. Donc voilà. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. C'est-à-dire, je réponds à l'écrit à tout le monde et je check toutes les 2 heures sans notif. Donc je réponds aux messages urgents et après le lendemain matin, je réponds à tous les messages. Donc je commence ma journée claire, au clair complètement. Et si vous me dites, ouais, mais moi j'ai des meetings, bah, vos meetings, remplacez-les par des emails, courts, concis. Moi, je fais un meeting ou un call quand j'ai plus de 2 emails quand ça fait plus de 2 emails qu'on échange. Okay. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez des décisions, si vous n'essayez pas de faire boomerang, si vous décidez de prendre la décision quand vous recevez un email, vous allez vous rendre compte que vous supprimez un nombre incroyable de mails et un nombre incroyable de meetings. Et deuxième chose, c'est Atext, c'est un outil A-T-E-X-T. Okay. C'est un outil en fait qui me permet de prendre des raccourcis. Donc je tape par exemple Hello candidat et ça met un message de refus automatique. Quand je tape Hello Presta, c'est un message de qualification des gens qui me demandent s'ils veulent bosser avec nous. Hello écrit, c'est quand les gens me demandent un rendez-vous. Hello, vous avez compris. Et en gros, j'ai des raccourcis. Et quand on m'écrit, je fais Hello machin, Hello truc. Et aujourd'hui, il y a 40% des messages auxquels je réponds avec un raccourci. Énorme. Okay. Et de plus en plus, parce que du coup, j'ai des séquences maintenant. Et en fait, les gens vous demandent toujours la même chose, quasiment. Et du coup, ça me permet, même aux gens de l'équipe, ils me demandent ça, je fais Hello machin. Genre hello réunion, hello truc, et bim, 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 je réponds, j'envoie, et ça me permet de donner une réponse aux gens. Et en gros, dès que j'ai rédigé plus de 3 fois le même email dans une semaine, je crée un raccourci. Et ça me permet de gagner un temps phénoménal. Alors, merci, et c'est top. Et alors, bon, pour ceux qui pensent que ça pourrait être un peu genre
automatisé, robotisé, etc. Moi, j'aimerais parler d'un autre sujet que je vois souvent chez toi, la Germinal, dans votre communication et tout. Vous avez une façon de communiquer qui est extrêmement percutante, qui est très directe aussi. Presque, c'est un peu surprenant, notamment sur LinkedIn. C'est un peu ce côté clivant dont tu parles souvent et tu dis en B2B, faut pas hésiter à être clivant. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Alors, on va pas se voiler les trucs, hein, la face. Aujourd'hui, le B2B en France, l'image de marque est catastrophique, c'est le plus visible qui gagne. Si vous pensez le contraire, c'est que vous avez jamais vous avez jamais lutté contre moi. Non, mais de très transparence. On est arrivé dans un secteur où les marques étaient faibles. C'était des belles marques, mais avec peu de portée, donc des beaux sites, etc. On est arrivé bulldozer, quoi. On a renversé notre secteur en 2 ans, complètement. Et là, on se lance en SaaS avec notre outil vraiment d'éducation pour aider les gens à être au top niveau en growth, comme on disait tout à l'heure, en acquisition en ligne. Et c'est pareil, 12K de MEA, enfin 12 000 euros de revenus récurrents en 3 semaines, avec 2 000 euros de budget marketing. Et c'est une bêta, hein, donc on n'a pas fait la grosse com. Hein. Les gens, ils pètent des câbles. Mais juste parce que moi, je fais un post LinkedIn, je vends 10 000 euros de formation. Ou 20 000. Ou mon record, c'est 27 000 euros de vente sur un post. J'en ai fait Alors, deux. comment on fait pour passer de un poste qui a 2-3 pouces levés à un poste qui rapporte 10 000 euros de chiffre d'affaires? Alors ça, il y a toute une méthodologie sur LinkedIn, etc. D'ailleurs, j'ai fait une petite formation sur le sujet qui est anecdotique, d'ailleurs, de 5 heures, mais on s'en fiche. Mais avant tout, le truc, c'est qu'il faut être clivant. En fait, en gros, plus vous avez de haters, plus vos posts vont avoir un coefficient de viralité important. En gros, plus les gens vous détestent ou vous adorent, plus ils vont partager. Et en gros, plus vous avez de haters, alors ça ne veut pas dire que vous devez avoir un pourcentage de haters hyper élevé, mais quand vous dites quelque chose de très clivant et que si vous avez 100% des gens qui s'en foutent, vous faites 0 de portée. Si vous avez 20% des gens qui vous adorent, 20% de haters, vous avez de la portée. Quand vous avez 40% des gens qui vous adorent, 60% de haters, tout le monde partage, tout le monde like, tout le monde commente. Et du coup, ça vous permet de vous montrer à d'autres gens qui vous montrent à d'autres gens. Et du coup, ça va montrer à 100 autres personnes. Il y a 50 personnes qui vous adorent, 50 personnes qui vont détester, qui eux-mêmes vont montrer à 50 personnes qui vous adorent et qui vous détestent. Et ça fait une boucle. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas du tout clivant, pas du tout, si vous êtes lisse à l'extrême, si vous donnez aucune information, aucun avis, vous n'aurez aucune portée. Voilà. Okay. Et après, mais positionnez-vous, hein, vous pouvez être un peu clivant. Ça, c'est très, très clivant. On peut être juste un peu clivant. Et moi, par exemple, généralement, je fais des posts où je dis que, par exemple, je pense qu'un autodidacte devrait être payé autant qu'un mec qui a fait des grandes écoles à poste équivalent. J'explique pourquoi, selon moi, les femmes devraient payer autant que les hommes avec des grilles de salaire en entreprise. Pourquoi est-ce qu'on devrait autoriser les papas à faire des temps partiels à 60%? Ça, vous allez me dire, peut-être que vous êtes contre quand vous écoutez, ou peut-être que vous êtes pour. Je peux vous assurer, c'est clivant. Ça fait parler de vous. Et si c'est des valeurs profondes de votre entreprise, ça fait parler de vous pour les bonnes raisons. Mais en tout cas, ce que tu veux dire aussi, c'est que ça doit être en accord avec tes valeurs, mais tes valeurs personnelles aussi, celles du dirigeant qui est en toi ou de l'entrepreneur en toi, et pas juste un récitoire de ta marque et des publics communiqués sur ta marque. Totalement. Tout le monde s'en fiche de votre marque. Désolé. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne peux pas m'exprimer, etc. Si vous voulez pas vous exprimer, peut-être changer de boîte, hein, ou changer la façon dont gère votre boîte. Non, mais ou alors acceptez-le. Ouais. Et en tout cas, ne crachez pas sur les gens qui le font. Voilà. Ou alors crachez sur mes posts, comme ça me fait de la portée. Mais... Et du coup, ce que je veux dire par là, après, moi, je suis comme ça en vrai, hein, vous l'avez remarqué. Donc, votre niveau du fait d'être clivant doit être adapté à qui vous êtes. Hein, et en gros, avoir une marque perso forte, ça vous permet de faire irriguer d'autres personnes. Moi, dans ma boîte, j'ai mon DRH et mon CMO qui ont vraiment émergé aussi. Au début avec mes posts, et après ça irrigue sur Germinal. Et moi, j'ai eu la plus belle récompense que j'ai jamais eue. C'est un mec qui m'a vu, qui m'a dit, ah, j'ai un t-shirt brandé, je suis toujours en t-shirt Germinal. Et un mec m'a dit, hello mec, putain, je suis fan de Germinal, tu fais quoi là-bas? Et j'étais en mode, moi je suis le CEO. Et sa gueule, mais c'était tellement énorme. Et en fait, il me connaissait pas, il connaissait juste la marque et il m'a pas connu à travers moi. Et c'est ça pour moi la belle victoire. Et en fait, après, ça irrigue sur votre marque et vous avez de plus en plus de personnes qui sortent. C'est ce que Oussama appelle, Oussama Hamar, cofondateur de famille, les Avengers. C'est-à-dire, vous avez des marques, pas une personne, mais vous avez plein de personnes qui montent et qui irriguent vers une marque qui devient en fait le tout, la totalité de ces marques individuelles. Et du coup, là, vous créez une vraie marque d'entreprise forte et impactante. Qu'est-ce que, à ton avis, quand on est dirigeant, sur quelles activités on doit se concentrer? Pour moi, un dirigeant, ça dépend de la taille de votre boîte, du nombre de personnes que vous avez dans votre équipe. Pour moi, quand on a 5-10 personnes, c'est lead by example, c'est-à-dire montrer qu'on est meilleur que les gens de son équipe et les inspirer et faire de la prod 2 jours, 1 jour, 2 jours de prod par semaine et leur montrer qu'on est vraiment des machines.
Moi, pour mon équipe de sales, je leur ai juste montré que je faisais les meilleurs résultats qu'eux et ça les a poussés push hard, quoi. Et pour moi, un dirigeant qui est pas capable de montrer à ses équipes que dans son taf, il est hyper bon et les inspirer au quotidien, quand on est 5-10, un mec qui dit à 8, je manage, ça me pose problème. Euh, Après, quand on est 20, 25, ça commence à être difficile. Quand on dépasse les 20, pour moi, là, il y a une sorte de transition qui se fait. On fait de moins en moins de prod. Moi, c'est à 20, 25 que j'ai arrêté de faire de la prod. Et là, moi, je suis vraiment dans cet aspect coaching. Et pour moi, on doit coacher les gens pour les aider à se dépasser. Et de temps à autre, quand même, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire un coup d'éclat. Je me prends une journée, 2 journées. Par exemple, j'ai lancé la formation LinkedIn. J'ai arrivé, j'ai fait la landing page, j'ai fait les cours, j'ai tout fait moi. Bim, j'ai lancé. On a fait 50 000 euros de vente. Les gens se disent, ouais, OK, il a pas perdu. Des fois, je fais des rendez-vous de vente comme ça avec mes sales une fois par mois. Et ils se disent, OK, papy, il est toujours là, quoi. Et pour moi, on doit vraiment être là dans le coaching et on doit vraiment être garant de la culture. Et pour ça, on doit avoir plus de temps. C'est-à-dire, pour moi, un CEO qui a 10 personnes, il doit avoir une journée de lead par semaine. Un CEO qui en a 15, il doit avoir 2 journées de lead par semaine. Et un CEO qui a 50 personnes, il doit avoir 4 journées de libre, 4 journées et demie de lead par semaine. Et il doit vraiment déléguer à son équipe les coacher. Moi-même, mes interventions, c'est comme ça que j'ai fait émerger des gens dans mon équipe. C'est que maintenant, mes interventions, je les donne à d'autres gens. Je suis venu dans ce podcast parce que j'ai vraiment une affinité avec le sujet. Mais moi, aujourd'hui, on me fait 3-4 demandes de podcast par semaine et j'en fais peut-être un sur 8. Et les autres, je les donne à mon CMO, à mon DRH, etc., à mes cofondateurs en fonction des besoins et en fonction des enjeux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me libérer du temps et c'est comme ça que j'arrive à être dans le coaching. Donc voilà, c'est ça, ma vision du dirigeant et de l'employé de ton dirigeant. Ouais, top. Bah écoute, c'est intéressant, c'est assez frais parce que et puis comme tu disais, c'est un peu clivant aussi. Ouais. Je pense que franchement, moi j'aimerais bien demander du coup aux auditeurs, envoyez-nous un peu votre avis sur ça, quoi. Est-ce que vous êtes genre inbox zéro? Est-ce que vous êtes en mode coaching à fond, feu doer ou pas du tout? Est-ce que vous êtes méga stratège? Est-ce que vous acceptez des rendez-vous clients ou au contraire vous dites moi c'est une grosse perte de temps, machin? Franchement, racontez-nous un peu vos journées de dirigeant, ça m'intéresserait de savoir quels sont les partis pris là. Et je pense que c'est important d'ailleurs de temps en temps de faire un call de vente, de faire une réunion avec ses équipes, etc. Et c'est vraiment hyper important de rester au contact de temps en temps. Et moi, je sais que de temps en temps, je prends un client, de temps en temps, je fais une réunion de vente. Et même moi, ça me permet de voir dans mon équipe si c'est fait selon mes principes et si je suis pas en train de complètement perdre le contact avec la réalité, quoi. Et si la culture est pas en train de se dissoudre. Et tu as raison, et tu vois, tu parlais d'un truc, tu disais, il faut rester au contact pour voir si on n'est pas complètement hors de propos, mais tu vois, c'est aussi rester au contact de son marché. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être plus adaptable, pour être plus flex quand on est une entreprise et rester vraiment bien positionné sur son marché? Moi, j'ai envie de dire, si vous bougez pas, vous êtes en train de mourir, déjà. Même nous, hein. Moi, Germinal, on est passé sur cette offre l'antichambre avec vraiment ce côté lab à côté aux résultats et compagnie, avec un business model complètement différent, vraiment pour apprendre et plus pour faire du résultat financier. Et là, notre business model, c'est vraiment l'antichambre. Ce move, on l'a fait il y a 2 mois. Il y a un an, on avait fait un autre move. Et en gros, si vous arrêtez de bouger, vous êtes en train de mourir. Donc, si vous êtes dans votre business et vous dites, je fais grossir mon business, mais je suis pas toujours en train de regarder l'étape d'après, le nouveau produit, etc. Voilà, on doit bouger. Ensuite, sur les deadlines, moi, je pense que si vous êtes incapable de mener une petite action, ça peut être créer une page de vente, ça peut être lancer des pubs, ça peut être faire un test utilisateur, ça peut être des petites choses. En moins d'une semaine, c'est que votre regard est en train de mourir aussi. Non, mais désolé, hein. Je dis un petit test, hein. Je dis pas, nous, on peut lancer un produit en une semaine. Mais nous, c'est petit, on n'a pas de legal et compagnie. Mais je parle d'un petit truc, c'est que vous êtes en train de mourir. Pour moi, c'est vraiment important de se dire, on doit être capable de faire des petites choses rapidement et on doit toujours être en train de bouger, d'avoir une stratégie à 6 mois, à 1 an, une stratégie au-delà d'un an, soyons clairs, une vision d'entreprise à 5 ans, pourquoi pas, qui vous voulez être. Mais une stratégie au-delà d'un an, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Genre, aucun sens. Un plan Écoute, je pense qu'en plus, là, il y a eu pas mal de wake-up call dans les entreprises, là, avec le Covid et tout ça, où pour certaines, ça a fait réagir sur l'agilité des organisations. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir des petits refreshs de ta part. Et vous êtes combien? Vous êtes 35 déjà? 31, 32 là. Ouais, ok. Donc voilà, ça commence déjà à être une taille critique où il y a des gens qui ont des équipes de moins de 30 personnes et qui n'arrivent pas à se bouger de façon agile quand il y a un changement et qu'il faut réagir tout de suite. C'est ça, Donc, exactement. Et si vous me dites, ouais, moi j'ai 200 personnes, je dis, mais vos 200 personnes, c'est en sous-équipe, non? mm, Bah, allez voir vos sous-équipes et voyez si voilà. vous êtes capable de faire un truc en une semaine. Je suis Voilà. d'accord que plus le paquebot. En fait, je suis d'accord que c'est de plus en plus difficile, mais moi, le jour où on a commencé à me dire que c'était pas possible, c'est je vais dire un Mm, truc, hein. Moi, la sonnette d'alarme, elle a sonné à ce moment-là. C'est-à-dire, le jour où je me suis dit, ouais, mais on est gros, mais on n'est pas gros à 30. mm. Et je veux dire, bien sûr que vous aurez des problèmes avec le legal et compagnie, mais
il y aura plein de soucis, mais il y a un moment, si l'innovation est drivée par le département compliance et juridique, je suis juriste de formation. Notre boulot, c'est de vous faire chier. Si vous nous écoutez, vous êtes morts. Voilà. Mais ça tombe bien parce qu'on a des juristes aussi qui interviennent, des avocats et tout, donc t'inquiète pas, ils vont prendre leur revanche, Grégoire, dans les prochains épisodes. J'espère qu'ils vont dire la même chose. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues sur la Non, compliance. ils peuvent y aller, hein, faites-vous plaisir. Moi, ouais, enfin, bref. Mais justement, parce qu'on parle, tu vois, de board, des gens qui peuvent te conseiller, des coachs, etc. Enfin, on a beaucoup de conseils aussi à dispo aujourd'hui, mais toi, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné d'un point de vue business? Bien conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est réfléchi. Genre, c'est quand vous avez quelqu'un qui veut faire quelque chose, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, c'est jamais. Si vous avez des gens qui veulent bouger, qui veulent faire des choses, alors après, quand c'est la 20e fois qu'ils font un truc merdique, ok, faut peut-être les arrêter. Mais dans ce cas-là, si ça fait 10 fois que quelqu'un fait un truc dans la mauvaise direction, le problème, c'est pas lui, c'est vous. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas encore viré? Voilà. Et il y a des gens qui disent ouais, mais les prud'hommes, je veux dire, attendez, avoir quelqu'un d'inefficace dans sa boîte pendant 10 ans, ça coûte beaucoup plus cher qu'un an de salaire. Et voilà, juste je précise. Après, c'était un peu violent, bien entendu. Là, je vous parle d'un point de vue purement opérationnel. Après, il y a les côtés humains, etc. Oui. Qu'il faut pas. Là, je vous dis d'un point de vue purement organisation. Moi, il y a des gens qui sont chez moi qui ont des situations difficiles, qui sont pas Bien sûr. partis parce que justement, ils ont une situation difficile. On a dit ok, il faut attendre 6 mois, 1 an parce que tu es dans telle phase dans ta vie et compagnie. Mais là, je parle d'un point de vue purement organisationnel. On est d'accord. Non, mais t'inquiète. Et puis bon, on est rapide aussi parce qu'on a envie d'être incisif aussi dans cette interview. Donc, si vous voulez développer, je redis, hein, je vais mettre toutes tes refs et puis bien sûr les sites et les sujets sur lesquels on échange. Et la conversation continue, tu vois. Donc, on pourra continuer la conversation plus tard. Mais ouais, pardon, la question c'était quoi? C'était le pire conseil qu'on t'ait donné, c'était le pire conseil, c'est ça, c'était voilà. réfléchir. Alors qu'en fait, quand quelqu'un fait des trucs, laissez-le faire quelque chose. Et moi, en tant que jeune entrepreneur, ça a vraiment changé ma vie de me dire, quand j'ai une idée, je la teste de la façon la plus rapide possible. Et du coup, je ne réfléchis pas, je teste en essayant de faire un test en moins d'une semaine. Par exemple, moi, quand j'ai voulu lancer l'antichambre, je me suis pas dit réfléchis, parce que si j'avais réfléchi, je l'aurais pas fait. J'ai appelé 5 clients potentiels et j'ai essayé de leur vendre au téléphone. Et en fait, si j'avais réfléchi, j'aurais jamais trouvé ce qu'ils m'ont dit. Et du coup, on lance et on est à la V3 de l'antichambre. Et ouais, en 6 semaines. Et il faut les mecs, complètement malades. Et il faut savoir que à chaque fois, c'est les retours utilisateurs. Et maintenant, on a de plus en plus de conversions parce qu'on a écouté les gens. Et franchement, on aurait pu réfléchir pendant 1 an, on n'aurait jamais trouvé ce qu'on a sorti là. Bah écoute, ça c'est pas mal aussi, je pense, de prendre ses clients comme des business partners qui sont, et tu vois, de pas hésiter à. Mais c'est aussi une façon de, tu vois, de se confronter à l'échec, c'est de pas hésiter à demander à ton client potentiel ce qu'il pense de ton produit avant vraiment de le construire. Moi, je lui demande pas ce qu'il en pense, je lui vends et je vois s'il l'achète. Parce que quand vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent, ils sont hyper sympas. Quand vous essayez de leur vendre un truc, ils sont beaucoup moins sympas. Excellent. Et du coup, un bon conseil qu'on t'ait donné? Un bon conseil qu'on m'a donné, c'est fais du low-tech. Soit c'est Balthazar de Laverne qui m'a dit ça. Et je dis, ouais, j'ai une appli mobile, c'était ma première boîte. Ouais, ça fait 9 mois que je suis avec une équipe de dev et tout, c'est incroyable. Et, tout. Et il m'a dit, mec, fais du low-tech. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il m'a dit, ton appli mobile, là, ça pourrait être un groupe Facebook. Il s'est levé, il est parti. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je me suis dit, mais en fait, si la valeur de votre produit, c'est la tech, enfin, en gros, si vous devez dire, ouais, c'est pareil que les autres, mais il y a de la tech, s'il y a un truc avec moins de technologie qui donne la valeur essentielle de votre produit, faites-le avec moins de technologie. Et ça, c'est très français, c'est très scolaire de dire, ouais, j'ai un truc, ok, mais en fait, il y a de la technologie derrière, il y a un truc. Non, la technologie, le client, il s'en fiche. Si vous pouvez faire quelque chose qui rend le même service avec moins de technologie, faites-le. Et vous pourrez peut-être le faire sans aucune technologie. Et du coup, on parle beaucoup de boulot là, parce que voilà. Mais est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu fais d'autres choses que le boulot qui te rend un peu plus inspiré ou plus créatif ou j'en sais rien, plus zen justement avec tes équipes? Ah ouais, je suis zen, hein, vous le sentez là. Non. Le truc, moi, le plus incroyable que je me suis mis à faire, et j'ai mis à faire pendant le confinement, et ça fait 112 jours d'affilée que je le fais. Je marche 7,5 km par jour avec mon téléphone et j'écoute des podcasts, de la musique, où je passe des calls et j'ai aucune notif. Donc, je rate pas mes emails, je passe Slack, j'ai rien. Et je marche dans la nature au bord de l'Isère. Donc, l'Isère, c'est le fleuve Grenoble. Je suis grenoblois, mais je monte à Paris 2 jours par mois. Donc, on est en full remote. Avant, j'y allais toutes les semaines. Mais... Et c'est incroyable de marcher dans la nature comme ça. Bon, après, c'est les berges de l'Isère. Voilà, il y a des arbres et tout. C'est pas non plus. Il y a quand même des immeubles juste à côté. Je peux pas non plus aller en pleine nature. Je vais pas prendre la voiture. Ce serait complètement bête. Mais et du coup, waouh, j'ai des idées de ouf. Et j'ai des assemblements dans ma pensée
qui sont incroyables à ce moment-là. Et des fois, j'appelle mon cofondateur, il me dit, mec, comment t'as vu ça? J'aurais dit, mais. Et genre, c'est vraiment le moment où tous les fils se relient, quoi. Et cette heure et demie là, du coup, tous les soirs, j'arrête de bosser à 18h30, 18h30 et je fais 1h30 de marche. Et en fait, c'est le moment où je suis le plus productif, c'est le moment où j'appelle les équipes, c'est le moment où j'ai des vraies discussions. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un en marchant, en sachant que vous avez 1 heure devant vous et aucune interruption possible, vous allez vraiment loin dans la conversation. Donc, toi, dans l'aspect idéation, dans l'aspect coaching avec les gens, dans l'aspect compréhension, apprentissage, c'est vraiment un moment clé pour moi. Bon, bah top. Là, je repose des questions aux auditeurs. Si vous avez d'autres rituels ressourcing comme ça qui nous aident à être plus créatifs et plus proches de ces équipes, balancez en commentaire. Et du coup, si on devait te résumer en un claim, un petit truc un peu comme ça, qu'est-ce que ce serait, Grégoire? Moi, les gens qui moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est on va leur rouler dessus. C'est pas on va leur rouler dessus en mode enfin, c'est agressif, mais c'est une expression qu'on avait au rugby chez moi. C'est vraiment on va tout donner pour que cet obstacle, en fait, on fasse comme s'il n'existait pas. Moi, quand on va vous rouler dessus, j'imagine un tracteur qui roule, vous voyez, il y a un muret, tout le monde est là bloqué devant le muret, vous avez le tracteur ou le tank qui passe et qui passe au travers le muret. Et c'est ok, il y a un obstacle, mais en fait, si on est hyper déterminé, ça va passer. Et les gens, ils me résument comme ça, c'est l'énergie pure concentrée vers un seul objectif. Et on se dit, on y va, on teste petit à petit. L'énergie pure, ça ne veut pas dire on réfléchit pendant 1 an avant de prendre son élan. Hein. Et si à un moment ça passe pas, bah, on met la marche arrière, on passe à côté. Voilà. Mais on va la rouler. Bah, top. Bah, écoute, hyper inspirant, merci beaucoup. Un dernier petit conseil avant qu'on raccroche là avec nos auditeurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est pas une fatalité. Si vous vous réveillez un matin en vous disant ouais, mais moi je peux pas parce que, bah, soit changez votre organisation ou quittez-la en fait. Ou alors arrêtez de vous mentir. Clairement. Et je dis pas, vous pouvez vivre votre meilleure vie, je veux dire. Moi, quand j'étais à l'école, on me disait ouais, mais tu sais, l'école c'est comme ça et le boulot ce sera pareil que l'école. Et moi, je supportais pas et je me disais mais ma vie va être horrible parce que j'étais 8 heures assis par jour sur un banc. C'était des bancs à la fac de droit. Et je trouvais ça horrible. Et je me disais, mais je peux pas partir, je peux pas faire ci, je peux pas faire là. Et si je suis parti, je suis allé faire un stage dans un espace de coworking. J'étais diplômé en droit fiscal, mais je suis allé partir dans un espace de coworking, rien à voir. J'ai fait mon premier étape. Mon premier étape, j'étais à 24K. Pour ceux qui savent, c'est pas beaucoup. Et j'étais dans un espace de coworking. Après, j'ai monté ma boîte. On m'a dit, mais mec, au début, on m'a dit, mec, t'es fou, tu pourrais être avocat. Qu'est-ce que tu veux bosser dans un espace de coworking? Après, on m'a dit, mec, t'es fou, t'as un salaire. Tu commences à être reconnu. Pourquoi tu montes une boîte? Et là, j'ai une boîte. Et là, je dis, je pivote, on fait l'antichambre. Les gens me disent, t'es fou, t'as un business. Mais juste, je me trouve pas d'excuses, j'y vais. Et ça m'arrive d'être moins bon, mais je me dis pas que c'est la faute de mon organe. Je me dis, ok, j'accepte cette situation, tant pis. À un moment, ça faisait 3 ans que je faisais moins de sport. Je me disais, bah ok, et je m'en voulais pas. Et je disais pas que c'était ouais, j'ai pas le temps, non. Et là, j'ai décidé que je reprenais le temps. Maintenant, je fais de la muscu tous les jours. Peut-être que j'arrêterai, mais je m'en suis pas voulu pendant 3 ans. Hein. Et juste à un moment, j'ai décidé d'agir. Et si vous agissez pas, c'est pas grave, mais dites pas que c'est pas votre faute. Quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est ta carrière d'influenceur qui te rattrape. Maintenant, tu te sens obligé de faire de la muscu. Ouais, exactement. Voilà, je mets du soleil et tout, je bronze, allez! Allez, la prochaine interview, là, dans 1 an, venez revoir Grégoire, il sera trop baraque, quoi. Il rentrera même plus dans le cadre de la caméra, quoi. Ça va être incroyable. Bon, franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Donc, évidemment, un grand merci à toi, à toutes tes équipes. Et allez suivre Germinal et regarder un petit peu tout ce que vous faites de beau. C'est sur LinkedIn et c'est sur YouTube aussi. Et puis, on va mettre d'autres liens vers la description. Et puis surtout, posez vos questions à Grégoire si vous voulez en savoir plus sur le growth, sur l'influence et tout ce qu'on a abordé aujourd'hui en commentaire et la conversation continue. Ça marche? Grégoire, je te fais une bise. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye.